Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Madame la procureure générale qui vient d'arriver, Madame Moyal qui est avec nous. Cette soirée, cette nuit du droit, va être ouverte officiellement par Monsieur Benoît Tirant, conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine. Merci de l'applaudir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Madame la procureure générale, Monsieur le président de la Cour d'appel de Poitiers, Monsieur le bâtonnier. Mesdames, Messieurs, je voudrais, au nom du président de région, Alain Rousset, vous souhaiter la bienvenue dans la maison de la région à Poitiers. Nous sommes très heureux et le président Rousset tenait vraiment à cette candidature, puisqu'en réalité, nous avons proposé au secrétariat national de la nuit du droit un programme qui, d'après mes informations, a été relevé comme un des meilleurs programmes de France, donc qui comprend celui de Poitiers, de Bordeaux et de Limoges. Je suis très heureux. Je voudrais remercier, bien entendu, l'Ordre des avocats, l'Université de Poitiers et le ministère de la Justice d'avoir collaboré à cette organisation. C'est un moment important, je crois, d'ouvrir le droit vers nos concitoyens, vers un public large. Vous savez que beaucoup de nos concitoyens n'ont pas affaire à la justice, mais par contre, ils la commentent régulièrement. Ils ne comprennent pas toujours les décisions qui sont prises et qui sont parfois reprises. Le temps de la justice n'est pas le temps médiatique qui, au quotidien, envahit les informations sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc. Et donc, je crois que ces temps où on se pose et les sujets que vous allez aborder me paraissent fort intéressants. Donc, la région est fière de recevoir ce soir à la fois des étudiants, mais aussi tous les citoyens. Donc, je remercie bien entendu les participants qui vont commencer à ouvrir cette soirée. Et puis, je souhaite, le Conseil régional souhaite qu'il y ait d'autres rendez-vous à venir. Et donc, je vous souhaite une belle nuit du droit. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Je m'appelle Yves Filiatro. Je suis l'animateur de cette soirée, sorte de trait d'union, et il fallait un candide. Donc, je vient de la part de la société Vikensi Communication. Il fallait un candide, ils m'ont envoyé, c'est incroyable. Alors j'ai immédiatement assisté au colloque. Et le colloque m'a fait un petit peu baigner dans ce droit et tous ces juristes qui étaient devant moi et qui me font finalement le même effet qu'à l'ensemble du public qu'on veut toucher ce soir. C'est-à-dire, on en a un petit peu peur du droit. Et vous disiez tout à l'heure qu'un justiciable, dans sa vie, c'est une ou deux fois qu'il aborde un tribunal. Eh bien, si on avait la chance, grâce à des nuits comme celle-ci, d'aborder un petit peu plus souvent nos tribunaux, alors certainement, on leur ferait une place dans nos cœurs, et pourquoi pas au niveau de l'État, eh bien, beaucoup plus importante, et on obtiendrait alors les moyens qui nous manquent. C'est du moins ce que j'ai retenu partiellement de ce colloque. En 2017, le président du Conseil constitutionnel, M. Laurent Fabius, a choisi de faire du 4 octobre, jour anniversaire de la Constitution, la nuit du droit. C'est aujourd'hui d'ailleurs le 60e anniversaire de cette Constitution. Sur chacun des sites, l'objectif est de montrer la place du droit et la place surtout qu'occupe dans notre société pour voir le droit sous un nouveau jour et toujours comme protecteur des libertés, comme garant de la sécurité juridique, comme instrument de règlement pacifique des différends et comme protecteur de l'ensemble des règles assurant le bon fonctionnement de la vie sociale dans toutes ses dimensions. C'est dans cet état d'esprit ce soir, me semble-t-il, que nous réunissons des avocats, des magistrats, des professeurs, des étudiants et tous les visiteurs qui seront, j'espère, très nombreux, pour échanger sur des thèmes qui passionnent et qui parfois divisent. Ce n'est pas sûr que ce soit Voltaire qui a dit « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites »,
mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. Alors j'ai choisi cette phrase parce qu'elle fait consensus, mais en même temps parce qu'elle divise sur son auteur. Il fallait bien un début de procès. Donc, ce soir, nous allons accueillir les premiers intervenants pour cette nuit du droit. Cette nuit du droit qui est très poitevin, et ce sont avant tout des juristes poitevins. Ce sont des juristes du cru, et c'est une volonté délibérée. Vous pourrez bien entendu intervenir. Je suis maître des clés, maître du temps, mais aussi maître de la parole. Pour intervenir, c'est simple, vous avez votre petit micro devant vous, vous appuyez, vous levez le bras, et bien sûr, je donne la parole afin d'éviter la cacophonie. Rassurez-vous aussi, il y aura des pauses, bien heureusement, et vous aurez un petit food truck qui se trouvera juste à l'entrée, vous l'avez certainement déjà vu, et nous pourrons naturellement profiter de ces petites pauses. Mais elles ne seront pas très nombreuses, parce qu'une nuit du droit, c'est une nuit du droit. Voilà. Alors, je voudrais, dans un premier temps, accueillir, bien sûr, Madame la procureure générale, qui est arrivée il y a quelques instants. Merci de l'applaudir. Et qui nous fait l'honneur. Monsieur le bâtonnier, Monsieur Ouvrard, qui est avec nous encore, et qui a réalisé un colloque formidable tout à l'heure. C'était vraiment passionnant. Merci d'être là. Et Monsieur Didier Meillon, bien entendu, qui est avec nous et qui est doyen de la faculté de Poitiers. Merci d'être présent. Nous entrons dans le vif du sujet, bien entendu, et je vous présente Monsieur Antoine Claes, professeur de droit public, faculté de droit et sciences sociales de l'Université de Poitiers, président de la commission d'expertise scientifique de droit public et de sciences politiques, ainsi que M. Didier Artus, vice-président du tribunal administratif de Poitiers. Ils vont intervenir sur ce mode alternatif de règlement de différends, une autre voie des règlements des litiges de l'administration. C'est à vous. C'est bon, là, ça marche. Bonsoir. Je souhaiterais commencer par une citation d'un philosophe et juriste bien connu, Emmanuel Kant, qui écrivait « La théorie est absurde sans la pratique et la pratique est aveugle sans la théorie ». Eh bien, je crois que cette citation résume parfaitement l'esprit dans lequel nous concevons ce dialogue à deux voix entre un praticien, un membre de la juridiction administrative, et un théoricien, un universitaire. Et d'un commun accord, nous avons donc choisi le thème de la médiation, alors bien sûr parce que ce thème nous plaît à tous les deux, mais aussi et surtout parce que c'est un thème en matière de contentieux administratif qui est d'une redoutable actualité. Nous avons quand même conscience que dans le cadre d'une conférence destinée à un grand public, ce thème peut paraître un peu abscon, hein, la médiation administrative, notamment pour ceux qui, dans le public, ne sont pas forcément rompus aux arcanes du droit et du contentieux administratif. Donc c'est avec une très grande humilité, mais je l'espère avec la force de notre conviction, que nous relevons le défi de vous présenter en 30 minutes chrono cette question de la médiation et ses enjeux et la faire sortir de sa relative confidentialité. Alors je souhaiterais ici poser les assises théoriques de la notion avant que M. Artus l'aborde sous un angle plus pratique. Alors il convient de resituer la médiation dans son contexte général. La médiation a un lien avec ce que l'on appelle les litiges administratifs, c'est-à-dire les litiges qui mettent en cause l'administration. L'administration, avec un grand A, renvoie aux autorités administratives, hein, relevant de différentes personnes publiques, l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, et qui, chaque jour, prennent des décisions, alors parfois au sommet de la hiérarchie, un décret présidentiel, parfois au plus près des citoyens, un arrêté du maire accordant par exemple un permis de construire. Les administrations mènent également sur le terrain un certain nombre d'actions. Et bien évidemment, agissant au nom de l'intérêt général, ces actes, ces actions peuvent engendrer des litiges, soit avec des administrés, soit avec les agents travaillant au sein de ces administrations. Mais,
une échelle temporelle, ce n'est pas si lointain, traditionnellement, on considère que l'administration, même si elle agit au nom d'un intérêt supérieur, l'intérêt général, est quand même soumise au droit. On est dans un état de droit, elle doit respecter un certain nombre de règles. Et il faut un gardien de ces règles. Et traditionnellement, ce rôle est dévolu au juge administratif, puisque dans notre système juridique, nous avons retenu la dualité des juridictions. C'est un héritage révolutionnaire, avec d'un côté la juridiction judiciaire et de l'autre la juridiction administrative. Et pendant très longtemps, pour la résolution de ces litiges administratifs, a prévalu la thèse du tout juridictionnel, c'est-à-dire, et pour le résumer, en dehors du juge, point de salut. Alors, petit à petit, et le phénomène s'est développé au cours de la période récente, des modes alternatifs de règlement des litiges, c'est l'expression qui est généralement utilisée, sont apparus. Alors il y en a certains qui sont très traditionnels, les recours administratifs portés devant les autorités administratives, les transactions que peuvent conclure l'administration et des particuliers. Et puis d'autres modes alternatifs de règlement des litiges, les MARL, pour reprendre l'acronyme qu'on utilise fréquemment, se sont développés. C'est notamment le cas de notre objet d'étude aujourd'hui, la médiation. Alors, la médiation a d'abord émergé dans les discours. Ça fait une vingtaine d'années que l'on essaye de promouvoir ce mode de résolution des litiges. Des procédures ont également été mises en place de type institutionnel, avec, en 1973, par exemple, la mise en place du médiateur de la République, devenu défenseur des droits. Au sein des administrations existent de nombreux médiateurs qui tentent de régler à l'amiable les litiges. Et c'est pour cela que le sujet d'actualité, depuis 10-15 ans, la médiation, vraiment, a été invoquée de plus en plus fréquemment. Et le point d'orgue de cet engouement, de cette ferveur, a été atteint avec la loi du 18 novembre 2016, qui a officiellement consacré une procédure générale de médiation. Il en existait certaines, mais là, c'est une procédure générale de médiation. Et je ne voudrais pas abuser des citations de textes de loi, mais la loi de 2016 définit ainsi la médiation comme tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elle ou désigné avec leur accord par la juridiction. Il y a deux éléments qui émergent de cette définition. C'est un mode de résolution amiable, c'est-à-dire que les parties se mettent d'accord pour tenter de régler de façon consensuelle le litige, et c'est un mode qui fait intervenir un tiers au litige, qui n'est plus forcément le juge. Alors à propos de cette procédure de médiation, je voudrais aborder très brièvement et successivement deux questions. Pourquoi la médiation et la médiation comment? Pourquoi la médiation administrative? Alors il y a des raisons exogènes qui expliquent la promotion dont elle fait aujourd'hui l'objet dans les textes. Une raison principale est d'ordre pathologique et qui est liée à l'engorgement des juridictions administratives. Les juridictions administratives sont en quelque sorte victimes de leur succès et connaissent d'un nombre croissant, même si les choses se stabilisent, de recours. Et cela affecte bien sûr la capacité de ces juridictions à statuer dans un délai raisonnable. Or, le délai raisonnable, ce n'est pas simplement une exigence vague d'efficacité, un indicateur d'efficacité sociale de la juridiction, c'est aussi une obligation juridique, puisque depuis quelques années, c'est une incidence du droit européen de la Convention européenne des droits de l'homme. Si une juridiction ne statue pas dans un délai raisonnable, l'État peut être condamné à payer aux justiciables des dommages et intérêts. Alors face à cet engorgement, on a longtemps apporté des réponses institutionnelles, création de tribunaux administratifs en 1953, de cours administratifs d'appel en 1987,
On a également apporté des réponses procédurales. On essaye de renforcer un peu les règles de procédure pour soit fluidifier, soit au contraire freiner l'accès au juge. Et face à ce phénomène, la médiation est perçue, à juste titre, je crois, comme un moyen d'extraire des tribunaux un certain nombre de litiges dont on pense, à juste titre, qu'ils peuvent être réglés sans qu'il soit besoin d'enclencher la machine judiciaire qui est une machine assez lourde. Et d'ailleurs, la juridiction administrative a parfaitement compris l'intérêt qu'elle pouvait tirer de la promotion de ce type de mode alternatif de règlement des litiges. Et c'est assez inédit, mais depuis 2 ans, la juridiction administrative, alors à tous les niveaux, au niveau des tribunaux administratifs, et vous en êtes la preuve vivante, au niveau du Conseil d'État, on assiste à une véritable promotion auprès des acteurs des litiges administratifs, les avocats, les administrations, des conventions sont conclues, une véritable promotion de la procédure de médiation. Mais des raisons également endogènes expliquent que cette procédure de médiation est, si j'ose m'exprimer ainsi, le vent en poupe. C'est qu'elle a des vertus propres. Et pour la caractériser, on parle souvent de souplesse. Souplesse de la médiation, effectivement un accès simplifié, il n'y a pas toutes les règles de procédure qui s'appliquent devant les tribunaux, une procédure moins formalisée que devant les tribunaux, une plus grande célérité également, un litige doit se régler plus rapidement, une discrétion, elle doit exister également devant les tribunaux, j'imagine, même si les audiences sont publiques, la possibilité de statuer en équité, alors ça pose un certain nombre de difficultés, je n'ai pas le temps de m'y étendre ici, et peut-être un moindre coût, même si sur ce point-là, le moindre coût est certain pour le budget de l'État, peut-être moins pour les justiciables. Alors la médiation administrative, comment? Deuxième temps, très rapidement, des procédures sont mises en place, mais ça ne garantit pas leur succès, puisqu'il faut également que certaines exigences soient remplies. Alors des procédures existent. Le juriste est féru de classification, tout ce qui tombe sous sa main, il le transforme en typologie. Je ne déroge pas à la règle, il y a 2 classifications possibles ici. On distingue la médiation judiciaire et la médiation extrajudiciaire. Alors la médiation extrajudiciaire, des parties qui sont en litige, la mairie de Poitiers avec un administré par exemple, peuvent décider, alors même que le juge n'est pas du tout saisi d'un litige, eh bien, de mettre en place une médiation et de faire appel à un médiateur pour trancher un litige. La directrice juridique de Grand Poitiers m'expliquait qu'ils ont conclu il y a peu leur première médiation, enfin la première médiation aboutie sur la base de ces nouvelles dispositions. Et la médiation peut également être judiciaire. Alors ça paraît un peu bizarre puisque le but justement c'est que le juge n'intervienne pas. Eh bien il y a quand même une procédure de médiation judiciaire, c'est-à-dire que le juge, alors qu'il est saisi d'un litige, peut décider en cours d'instance, avec l'accord des parties, de provoquer une médiation. Et le juge, bon, il y a toute une série de règles qui sont posées, sur lesquelles vous reviendrez peut-être, le juge garde quand même la main. Il est le maître de la procédure, mais il peut encourager ce mode amiable de règlement des litiges et, au final, l'homologuer si les parties le demandent. La deuxième classification, c'est la distinction médiation obligatoire ou médiation facultative. La règle, c'est un processus consensuel, c'est la médiation facultative. Les parties y recourent si elles le souhaitent. Mais le législateur, en 2016, a prévu, à titre expérimental, des mécanismes de médiation obligatoires. Dans certains secteurs, c'est le contentieux de la fonction publique, pour les agents du ministère des Affaires étrangères, pour les agents du ministère de l'Éducation nationale dans certaines académies sélectionnées, ou encore pour les agents des collectivités territoriales, mais si la collectivité accepte de nouer un partenariat avec les centres de gestion. Et puis, ce sont les contentieux sociaux. En effet, les délégués du défenseur des droits se sont vus attribuer une mission de médiation pour certains litiges en matière sociale, en matière, par exemple, de RSA.
Et même chose pour Pôle emploi. Alors, médiation obligatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh bien, les parties sont dans l'obligation d'engager une procédure de médiation avant éventuellement de saisir le juge. Donc c'est une sorte de filtre qui est mis en place. La seule obligation, c'est d'enclencher la procédure. Qu'elle réussisse, ce n'est absolument pas nécessaire. Enfin, si des procédures sont mises en place, certaines exigences doivent être absolument remplies. Et ces exigences, elles concernent à la fois le médiateur et la médiation. Alors, s'agissant du médiateur, la loi prévoit, je le cite, qu'il accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Et le Conseil d'État, enfin, sous l'égide du Conseil d'État, a été adoptée une charte éthique de la médiation qui développe et reprend ces principes. Il faut que le médiateur soit compétent. Hein. Donc là, il y a des exigences en termes de formation initiale, de compétences professionnelles, en termes de formation continue aussi. Il est attendu d'un médiateur qu'il se forme de façon continue. Des exigences, bien sûr, d'impartialité, cela va de soi, d'indépendance, même si l'indépendance n'est pas formellement posée en principe. On imagine bien que le médiateur ne doit pas être en situation de conflit d'intérêts, ce qui peut d'ailleurs poser un certain nombre de problèmes pour ce que l'on appelle les médiations in-house, les médiations maison, lorsque le médiateur appartient à la collectivité. Un certain nombre de collectivités ont institué des médiateurs, et la question de leur indépendance peut poser problème lorsque la collectivité est en litige avec un agent ou un administré. Enfin, des exigences qui concernent la médiation. Une exigence fondamentale, c'est l'autonomie des volontés. Alors derrière ces grands mots, c'est simplement dire que ce sont les parties qui ont la main. C'est elles qui décident si elles souhaitent s'engager dans cette voie-là, qui s'accordent sur les règles générales de la médiation et qui décident finalement de conclure ou non un accord. Le médiateur ne peut rien imposer, c'est un facilitateur. Il doit jouer le rôle d'interface entre les parties en litige. La confidentialité, c'est aussi une exigence importante et des règles précises sont posées par les textes. Tout ce qui est dit pendant la médiation, sauf accord des parties, ne pourra pas être divulgué, y compris dans des audiences judiciaires ultérieures. Et enfin, et ce sera ma dernière remarque, je crois que j'ai déjà été peut-être un peu long, sur la gratuité. Là, c'est un vrai problème, je pense. C'est peut-être l'obstacle majeur aujourd'hui au plein développement de la médiation, c'est que la médiation, en principe, sauf lorsqu'elle est obligatoire, n'est pas gratuite. C'est-à-dire que le médiateur, recourir au service d'un médiateur a un coût, normalement supporté par les parties. Une exception est prévue dans le cadre de la médiation judiciaire, si un individu, par exemple, bénéficie de l'aide juridictionnelle, donc d'une aide apportée par l'État, les frais de la médiation seront supportés par l'État. Donc voilà, brossé à grands traits la procédure de médiation, mais je crois que le plus important, c'est maintenant de voir comment elle fonctionne en pratique. Je vous remercie. Bien, il y a de cela un peu plus d'un an, un groupe de médiateurs m'a demandé de leur faire une formation sur la médiation administrative. Alors, n'ayant peur de rien, j'y suis allé. J'ai commencé par dire, je suis très embêté pour parler de la médiation administrative, parce que je ne suis pas médiateur, puis les médiations administratives, ça n'existe pas. Et c'est vrai qu'il y a un an de cela, il n'y en avait quasiment pas. France entière, les juridictions administratives avaient été informées de l'existence de la loi de novembre 2016. Les juridictions administratives avaient été invitées à mettre en place ce nouveau dispositif, ce nouvel outil à la disposition du juge. Mais très concrètement, il y avait peu de choses. En réalité, il y avait des médiations administratives à Lyon. Il y en avait aussi dans un autre tribunal administratif. Et puis, Poitiers était presque à la pointe. Mais j'étais quand même un petit peu ridicule avec quelques unités. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, je commence presque par la fin, depuis le début de l'année, on a constaté dans les juridictions administratives une augmentation considérable du nombre de médiations. En février,
il y en avait à peu près 300 qui avaient été ordonnés depuis donc 2017, 300 en France entière dans les juridictions administratives. Fin mai, il y en avait 500. Je n'ai pas les derniers chiffres, je pense qu'on n'est pas loin de 800. Ça fonctionne parce que c'est une volonté du Conseil d'État que de favoriser ce mode alternatif de règlement des litiges. Alors pour que ça fonctionne, comment faut-il s'y prendre? Comment concrètement je m'y suis pris à Poitiers, puisque ici nous sommes encore, je crois, sur la 3e marche du podium. D'abord, il faut recenser les médiateurs. Les médiateurs, c'est des gens, ça a été évoqué à l'instant, c'est des gens qui ont une formation particulière. Ce sont des gens qui sont formés à la médiation, c'est-à-dire à la communication. Il s'agit de faciliter le dialogue entre les parties. Alors bien sûr, ces médiateurs, ça peut aussi être des avocats formés à la médiation. Ça peut être un juriste formé à la médiation. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est que le médiateur soit un spécialiste de la communication. Les spécialistes de la matière, normalement, ce sont les parties avec leurs conseils. Donc, premier travail, recenser les médiateurs. Dans le ressort du tribunal administratif de Poitiers, qui correspond donc aux 4 départements de l'ancienne région Poitou-Charentes, nous sommes assez gâtés. Il y a un Master 2 à l'université de Poitiers, il y a un diplôme universitaire à l'université de La Rochelle qui forme à la médiation. Et puis, bien évidemment, il y a des établissements qui sont connus, parisiens, qui forment également de nombreux médiateurs qui sont installés dans la région. Donc, pas de difficulté. Une fois qu'on a cette liste informelle, car contrairement aux juridictions judiciaires, nous n'avons pas établi dans les juridictions administratives une liste des médiateurs. Donc nous avons simplement des fiches, il ne faut pas le dire. Nous avons ensuite essayé, tout simplement essayé, de proposer à des justiciables une médiation. On leur a envoyé un petit courrier en leur disant voilà, c'est très simple, on a ce nouvel outil, acceptez-vous de discuter avec l'aide d'un tiers, le médiateur, en sachant que ce médiateur, il faudra le rémunérer. Alors moi, j'avais discuté un petit peu en amont avec les médiateurs en leur disant il faut que ça soit raisonnable. Et on s'était mis d'accord, 900 €. 900 € d'allocation provisionnelle pour une comédiation. Ça fait 450 € par médiateur. Et comme il y a au moins 2 parties, ça fait 450 € par partie. C'est une somme raisonnable par rapport au coût que peut représenter un avocat sur une procédure qui dure pendant des mois, voire des années. Donc on leur a dit très franchement, vous pouvez y aller, mais il y a un coût. On ne les a pas surpris. Et sur les 140 demandes qu'on a adressées aux parties depuis le début de l'année 2017, on a eu 40 médiations acceptées. Donc on voit que ça marche doucement, mais on a accompagné ce mouvement effectivement d'une information auprès des barreaux, une information auprès donc des avocats, des collectivités locales, et progressivement, on voit que tous les acteurs qui peuvent être concernés par la médiation prennent connaissance de l'existence de ce nouveau mode de règlement du litige. Je suis donc assez optimiste pour les mois et les années à venir. Alors, sur ces 40 médiations, nous avons actuellement un taux de succès qui est de l'ordre de 50%. Un peu plus de 50%, en sachant que, bien sûr, il y a quelques médiations qui actuellement sont en cours, ce qui fait que le taux va augmenter un tout petit peu. C'est pas mal.
C'est pas mal lorsque l'on sait que ces médiations aboutissent à un accord dans un délai qui est compris entre 3 mois et 6 mois maximum. C'est beaucoup mieux que la durée d'un procès devant la juridiction administrative qui dure, lorsqu'on exclut les procédures d'urgence, qui dure presque 2 ans. Alors dans quelle matière? On pourrait dire la médiation, c'est pas fait pour toutes les questions, c'est pas fait pour toutes les matières, c'est vrai. Moi personnellement, j'ai éliminé un certain nombre de matières. Le contentieux fiscal, je n'y suis pas allé. Je n'y suis pas allé parce qu'il y a déjà tout un tas de procédures, de discussions en amont, ce qui fait que l'administré a déjà l'occasion de négocier avec l'administration avant de saisir le juge. J'ai éliminé ce contentieux-là. J'ai éliminé le contentieux de la responsabilité hospitalière. Souvent, les enjeux sont importants financièrement, mais sont importants sur le plan émotionnel aussi pour les parties. Ces litiges sont souvent longs parce qu'il y a de toute façon des périodes d'expertise, des périodes d'échange. Il y a aussi dans les grands établissements hospitaliers des médiateurs maison qui essayent d'expliquer, qui essayent de négocier avec les victimes. Donc, il m'a paru préférable de ne pas tenter de médiation dans ce secteur-là. Il y a des matières qui s'y prêteraient éventuellement. La police des étrangers, l'appréciation du droit, de l'atteinte au droit et au respect de la vie privée et familiale. Là, la difficulté, c'est qu'on est face à des contentieux de masse avec une administration qui n'a pas les moyens de discuter au cas par cas. Donc, j'ai éliminé ce contentieux-là. J'ai éliminé les marchés publics un peu compliqués. Lorsqu'il y a des ouvrages qui sont construits, de nombreux désordres, de nombreux intervenants, parce que pour qu'on aboutisse à un résultat, il ne faut pas que l'on soit trop nombreux autour de la table. Mais lorsqu'on élimine donc cette liste que je vous donne de mémoire, eh bien tout le reste se prête en fait à la médiation. En marché public, précisément, lorsqu'il s'agit de discuter de pénalités de retard, il s'agit d'un contentieux purement indemnitaire, il s'agit éventuellement de préserver la survie d'une entreprise, on peut ordonner une médiation. En fonction publique, bien évidemment, il s'agit de préserver la relation de travail qui a vocation à être pérenne. Et donc, le fonctionnaire qui n'est pas content de son évaluation, de sa prime, de son affectation, eh bien, on peut discuter, on peut essayer de renouer le dialogue entre ce fonctionnaire et sa collectivité employeur. Le contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement. On peut très bien, effectivement, discuter d'un aménagement. Comment faire pour que une installation soit moins nuisible pour le voisinage. En matière de dommages de travaux publics, une inondation provoquée par un sous-dimensionnement des canalisations d'évacuation des eaux pluviales. Est-ce qu'on ne peut pas voir si une solution ne peut pas être dégagée dans le cadre d'un accord amiable? Oui, c'est possible. Je pourrais multiplier à l'envi, si vous voulez, ces exemples, et je pourrais résumer les choses en disant qu'en réalité, dès qu'il s'agit de négocier une indemnité, il y a la place pour une médiation. Le deuxième cadre, c'est les relations de voisinage, et c'est vrai aussi en urbanisme, hein. On a eu des médiations lorsqu'il s'agissait finalement de discuter de voies d'accès
pour des constructions futures. Il y avait un premier projet, finalement, une construction n'était pas possible. On met le pétitionnaire, les voisins et la collectivité autour de la table, et puis en discutant, on arrive à faire des petits échanges de terrain, prévoir un autre aménagement, et finalement, tout le monde obtient satisfaction. C'est, selon un mot célèbre ici, gagnant-gagnant. Et relation de voisinage et relation de travail. Je finis mon exposé. Je vous disais les contentieux indemnitaires et les relations de travail et les relations de voisinage. Et vous verrez que dans beaucoup de décisions administratives, ces questions-là se posent. Et dès que ces questions-là se posent, on peut effectivement demander aux parties si elles acceptent une médiation, et si elles acceptent cette médiation, eh bien, elles ont une solution rapidement. Et moi, mon enjeu aujourd'hui, c'est de repérer ces dossiers dès qu'ils sont enregistrés au greffe du tribunal, de façon à ce qu'effectivement la solution n'intervienne pas tardivement, qu'on ne soit pas le rapporteur qui le découvre au moment d'audiencer le dossier, au bout d'un an ou 1 an et demi de procédure. Donc on essaye dès le départ de repérer ces dossiers et on essaye comme ça d'apporter une plus grande satisfaction à l'ensemble des parties. Alors, je partage un petit peu ce que disait le professeur Claes au tout début de son intervention. L'idée, c'est peut-être pas de désengorger la juridiction administrative, parce que je vous ai parlé de 40 médiations. Le tribunal administratif, il enregistre 3000 requêtes par an. On ne va pas désengorger la juridiction administrative, en tout cas pour l'instant, avec les médiations. Mais c'est un nouvel outil utile, c'est un nouvel outil qui apporte de la satisfaction aux justiciables qui y ont recours. Et effectivement, il y a plusieurs dispositifs. Ça a été évoqué très très rapidement. Il y a la médiation à l'initiative du juge. Je viens de vous parler de cela. C'est ce que j'ai fait pendant 1 an et demi. J'ai proposé aux justiciables d'y avoir recours. Il y a la médiation à l'initiative des parties. Elles peuvent d'emblée, d'elles-mêmes, se décider pour une médiation et demander simplement au chef de juridiction de désigner un médiateur pour les accompagner dans cette démarche. Et puis il y a le 3e dispositif qui a été aussi évoqué rapidement par le professeur Claes, c'est la médiation préalable obligatoire, mais là il s'agit d'une expérimentation qui durera quelques années et au terme desquelles le Conseil d'État essaiera de tirer les leçons de cette expérimentation pour savoir s'il faut généraliser ce mécanisme dans certains contentieux. On peut penser d'emblée qu'en matière de fonction publique, cela fonctionnera. Pour les autres secteurs, les contentieux sociaux, même la fonction publique d'État, on peut s'interroger. C'est précisément l'expérimentation qui amènera la réponse. Je vous remercie. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Alors oui, je suis le maître du temps, mais il est essentiel de bien terminer chacune des conférences, naturellement. Et puis, je sais aussi que nous avons des Master 2 ici, et qu'ils n'ont rien dit tout à l'heure pendant le colloque. Et c'est un petit peu normal, on avait quand même énormément de choses et de matières. Là, maintenant, vous avez au moins 5 minutes pour les questions. Alors, je pense qu'il y a des questions. Alors, n'hésitez pas. On a vu 1 sur 2 qui réussit, n'est-ce pas? 1 sur 2, c'est bien, mais voilà, je vous en prie. Donc, on continue, c'est bon? Allez-y. C'est juste, si vous me le permettez, une petite remarque s'agissant de la médiation en droit privé. Est-ce que vous me permettez une petite anecdote?
puisque je vous remercie de nous avoir fait la présentation de ce qu'était la médiation en droit public. Et ayant effectué un stage au sein du ministère de l'Économie et des Finances qui dispense justement un service de médiation à destination des entreprises, je souhaiterais en faire profiter à mes chers camarades et à cette assemblée de cette expérience dont j'ai tiré bon nombre de conclusions et qui ont fait de moi un promoteur de la médiation. Vous avez 1 minute. Très bien. Alors, s'agissant de la médiation en droit privé, je souhaiterais faire une brève présentation sur l'accès à la médiation. Vous l'avez dit à très juste titre, il y a la médiation facultative, il y a la médiation obligatoire, il y a la médiation judiciaire et extrajudiciaire. Nous observons dans notre environnement législatif que le législateur souhaite faire glisser en douceur la médiation. En témoignent les différentes médiations obligatoires, mais également les impositions pour les entreprises d'inscrire dans les conditions générales de vente le recours à la médiation. Donc la médiation de la consommation devrait connaître une émergence. D'autant plus avec le projet de loi Pacte, cette loi devrait sortir d'ici quelques mois probablement, eh bien, le gouvernement souhaite intensifier justement le recours à la médiation. Donc on assiste vraiment à une transposition du mode de règlement des litiges, cette fois à l'initiative des parties et non plus nécessairement du juge. S'agissant de l'opportunité de la médiation, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais eu l'opportunité de faire un stage au sein du service de la médiation des entreprises. C'est un service de médiation qui traite en réalité les litiges entre entreprises et administration dans le cadre des marchés publics. Il s'avère que les coûts sont du montant de 0, c'est-à-dire qu'ils sont totalement gratuits et ce sont des professionnels, des anciens professionnels ou des fonctionnaires qui encadrent cette médiation. Donc c'est quelque chose de très très intéressant parce que nous n'avons plus cette intellectualisation, si vous voulez, des litiges par l'ordre de la loi, mais cette fois c'est la pratique et c'est l'expérience qui va permettre aux parties de trouver une solution à leurs litiges, lesquels aboutissent dans 75% des cas. Dernière remarque, si vous voulez recourir à la médiation, il vous suffit de taper médiation. Là, nombre d'administrations dispensent un service de médiation. Je pense notamment à la médiation de la consommation, la médiation des entreprises auxquelles j'ai eu la chance d'effectuer mon stage. Il y a également un service de médiation au sein de la Banque de France. Donc je vous enjoins à être curieux et à pratiquer ce mode de règlement amiable et différent. Merci. Et nous vous remercions de cette information complète. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une intervention encore, éventuellement, s'il vous plaît? Eh bien, je vous remercie et je remercie surtout les deux intervenants. Merci beaucoup, messieurs.